Au XVIIe siècle, la France était la plus grande nation d'Europe et la personne de son roi, Louis XIV, en reflétait toute la splendeur. Il était né pour tenir ce rôle, pour être celui qui allait régner 72 ans sur la France, plus longtemps que tout autre roi de l'histoire. Tout jeune, il fut associé au brillant dieu du soleil, Apollon, et c'est ainsi que plus tard on l'appela communément le roi Soleil. Il fallait qu'il soit tout le temps en situation d'éblouir ses contemporains. Le comportement de Louis XIV révèle une personnalité tout entière imprégnée de la notion de règle absolue. Il montre vis-à-vis de son entourage, qu'il s'agisse de sa famille, de ses femmes, de ses proches conseillers, de ses sujets, de la cour, des États voisins, un besoin impérieux de domination et de contrôle. Il s'appropria l'image du roi Soleil et écrivit dans ses mémoires « Le Soleil, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui lui composent comme une sorte de cour, est assurément la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque. » Tout au long de son règne, il jouit d'un pouvoir et de privilèges sans précédent. Il agrandit son territoire et couronna ses succès en construisant l'unité de son pays. Et c'est grâce à lui que la culture française éblouit le monde entier. Le roi Soleil était un homme remarquable, d'une envergure exceptionnelle, mais qui, comme tout être humain, n'était pas parfait. Il a parfois confondu sa gloire et celle de la France. Le petit dauphin Louis, futur Louis XIV, naquit au château de Saint-Germain, le 5 septembre 1638. Il était le fils de Louis XIII et de son épouse, l'infante d'Espagne, de Portugal et archiduchesse d'Autriche, Anne d'Autriche. En 1615, nous sommes 5 ans après l'assassinat de Henri IV par Ravaillac. Mais Louis XIII, au moment de la mort de son père, a seulement 9 ans, donc on le proclame roi, et puis c'est donc le conseil de régence qui va gouverner à sa place, et ce conseil de régence se réduit à sa mère, Marie de Médicis. Marie de Médicis s'est vue donner une mission par le pape, qui était, en somme, ma chère princesse, épousez le roi de France, faites-lui beaucoup d'enfants, bon catholique. Tout son programme politique, c'est de pouvoir amarrer la France au catholicisme. Et elle va s'y employer. Voilà, alors c'est ça la toile de fond de ce qui se passe en 1615, c'est-à-dire la réalisation de ce qui est le grand rêve de Marie de Médicis, le double mariage espagnol. Louis XIII épousait Anne d'Autriche, fille de Philippe d'Espagne et arrière-petite-fille de l'empereur Charles Quint, et sa sœur, Élisabeth, épousait le frère d'Anne, qui deviendrait Philippe IV en 1621, en accédant au trône d'Espagne. Le fils de Louis XIII devait donc hériter d'une puissance acquise au cours de la longue lutte pour contrôler l'Europe qui avait opposé les Bourbons aux Habsbourg austro-espagnols. Les alliances dynastiques forgées tout au long du XVIIe siècle dans le but de maintenir la paix, comme ce double mariage entre familles royales, ne servirent à rien. La victoire commençait à se dessiner en faveur de la France l'année où Louis naquit. Les deux pays étaient à court d'argent et désiraient la paix. Mais chacun voulait que celle-ci lui soit des plus favorables. Personne ne soupçonnait qu'après la naissance d'un descendant Bourbon-Habsbourg, la France et l'Espagne resteraient en conflit pendant 20 ans. Louis XIII espérait donner à la France, morcelée sur le plan politique, une identité culturelle qui forgerait son unité. Avec son Premier ministre, Armand Jean du Plessis, cardinal-duc de Richelieu, il mena une politique impitoyable qui restreignait les droits de la noblesse et accroissait le pouvoir central de la monarchie. Louis XIII endosse la politique préconisée par Richelieu et petit à petit on s'écarte progressivement de l'Espagne et dans les années 1629-1630, on ne se fait pas ouvertement la guerre, mais on est dans des camps opposés. Vers la fin de sa vie, Richelieu désigna son successeur en le cardinal italien Jules Mazarin, un ancien émissaire du pape, et lui confia la mission de poursuivre son ambition, créer une France forte, indépendante et alliée de l'Espagne.
Louis XIV, c'est en quelque sorte l'enfant du miracle. C'est Louis Dieudonné. Sa naissance fait suite à une longue période d'incertitude et de très mauvaises relations au sein du couple royal. La naissance de Louis fut célébrée en grande pompe. Il assurait la succession au trône, ce dont Richelieu et Mazarin avaient besoin pour marquer le début de leur projet. Richelieu mourut en 1642, quelques mois seulement avant Louis XIII. On dit que Louis XIV fut toujours conscient de sa condition et du rôle qu'il jouerait plus tard. Quand il fut appelé au chevet de son père mourant, le roi demanda « Qui est-ce » Et le jeune dauphin, qui avait à peine 5 ans, répondit « Louis XIV ». Il n'avait que 3 semaines d'avance sur son avènement. La naissance même de Louis semblait un signe divin. Il était le premier-né de ses parents qu'il attendait depuis 23 ans. Son arrivée fut considérée comme un miracle, un cadeau de Dieu au peuple de France. À la mort de Louis XIII, le 14 mai 1643, Anne d'Autriche devint régente. Elle partagea immédiatement son pouvoir avec l'ancien Premier ministre protégé de Richelieu, le cardinal Jules Mazarin. Une régence pour les nobles, c'est toujours une période où ils se disent qu'il va y avoir des opportunités, et des opportunités fortes, puisque Louis XIII et surtout Richelieu les avaient exclus du pouvoir. Donc ils pensaient que ce serait un retour en force. Or, voilà que, surprise, la reine Anne d'Autriche, dont ils pensaient qu'elle leur était très favorable, va continuer avec Mazarin à appliquer la politique de son défunt mari et du détesté cardinal de Richelieu. Louis XIV accédait au trône, mais ne prenait pas en personne les rênes du gouvernement. Il lui fallut pour cela attendre 18 ans et la mort de son Premier ministre. Mazarin, dont on pense qu'il fut l'amant d'Anne d'Autriche, s'employa à faire du jeune garçon le roi qui servirait son projet pour la France. Dès son plus jeune âge, il l'emmena à des réunions du Conseil. Il était présent lorsqu'il recevait des diplomates étrangers. Il encourageait Louis lorsque celui-ci jouait à la guerre avec ses amis et l'emmenait admirer les troupes pour éveiller son intérêt pour les affaires militaires. À l'âge de 7 ans, l'enfant roi était en mesure de porter une arme et il devint vite un excellent cavalier, tout comme sa mère. Louis était le grand amour d'Anne d'Autriche. Sa naissance avait renforcé sa position au sein du royaume. Elle passait plus de temps avec son enfant que la plupart des femmes de la cour. En revanche, la reine portait bien peu d'attention à son second fils, Philippe, duc d'Orléans, et le traitait souvent comme une fille. Le trône, c'est considéré comme une copropriété familiale. On était dans un système, on peut dire complètement féodal par sa conception, dans lequel une famille élargie, avec les cousins, les neveux, les collatéraux, etc., une famille est propriétaire donc d'un bien, d'une principauté ou d'un royaume. Et donc, quand Marie de Médicis décide de se faire proclamer seule régente, ça provoque quoi? Ça provoque évidemment les grincements de dents de tous les princes de la famille royale qui considèrent qu'ils ont de façon naturelle une part au gâteau. Louis avait tout juste 10 ans en 1648, quand le pays connut une période de guerre civile appelée la Fronde, qui allait bouleverser la France pendant 4 ans. C'est une révolte dont les historiens ont beaucoup peiné à trouver le sens. Je dirais que c'est le dernier soubresaut de tout le royaume de France, puisqu'il y a une fronde des nobles, une fronde des parlementaires, une dernière réaction face à l'affirmation de l'absolutisme. La Fronde était une réaction au pouvoir croissant de Mazarin et d'Anne d'Autriche, tous deux étrangers, et qui menaçaient en permanence de déplacer le pouvoir du Parlement vers la couronne. C'est donc un épisode dramatique au cours duquel Anne d'Autriche et Mazarin ont été à 2 doigts de perdre le pouvoir, et le jeune Louis XIV l'a vécu très intensément, et ça va marquer sa vie durant, sa relation avec son entourage et surtout à la chose politique. Anne d'Autriche va admirablement manœuvrer.
Et c'est son comportement, son habileté, elle est bien conseillée par Mazarin, mais c'est son habileté, malgré un caractère qui est un caractère très fort. Elle ne supporte pas les offenses qui sont faites au pouvoir royal. De temps en temps, c'est Mazarin, plus onctueux, qui lui dit « il faut faire semblant de céder », et puis on n'en sera que plus fort après pour gagner la bataille suivante. Et tout ceci fait qu'elle préserve le trône, et que lorsque Louis XIV va être en mesure d'exercer le pouvoir personnel, il a vraiment en main absolument toutes les cartes, et des cartes extrêmement fortes, et ça, il le doit à sa mère. Malgré des épisodes terrifiants pour la famille royale, cette tentative de contrer la centralisation du pouvoir fut un échec. Mais Louis n'oubliera pas et punira plus tard les nobles et les membres de la famille royale dont il sentait qu'ils l'avaient trahi au cours de cette révolte. Louis XIV a été l'élève de Mazarin qui lui a inculqué l'idée qu'il devait être le plus grand roi d'Europe. C'est dire la vision qu'il en a. Elle est très élevée. Il a très intimement conscience de surcroît d'être le représentant vivant de Dieu sur terre, et ça impose une majesté accrue, et il a la volonté, on pourrait même dire la volonté forcenée, de s'affirmer comme le plus glorieux roi d'Europe. Au début des années 1650, Mazarin étendit son tutorat en instruisant quotidiennement le jeune roi des affaires intérieures et extérieures de la France. Dans les dernières années de sa vie, Louis avait alors entre 15 et 22 ans, il l'impliqua dans toutes les affaires de l'État. Le jeune homme commença à présider les réunions du Conseil et à accueillir les dignitaires étrangers en visite officielle. Pendant la majeure partie de la vie de Louis XIII, la France et l'Espagne furent en guerre. Le jeune roi fut donc instruit dans l'art de gouverner un pays qui se devait d'être victorieux, mais manquait cruellement d'argent. À sa majorité, Louis avait hérité de sa mère et de son père de substitution un grand sens de sa responsabilité envers Dieu, puisqu'il était roi de droit divin. Sa mission était d'user de cette autorité pour devenir l'incarnation de la gloire de la France. À 14 ans, Louis participa à un ballet et dansa le rôle d'Apollon, le dieu du soleil. Il dégageait une majesté naturelle et cultivait avec soin son image de roi soleil. De 1635 à 1659, c'est la guerre ouverte avec des hauts et des bas, des répits, mais c'est toujours la guerre avec l'Espagne. Et ça va donc se terminer. En 1659, le traité des Pyrénées mit fin à la guerre d'Espagne. Il prévoyait le mariage du jeune roi de France à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne. Il fut signé en territoire neutre, sur l'île des Faisans, au milieu de la rivière Bidassoa qui séparait les deux pays. Et on dit le meilleur gage de la réconciliation, c'est évidemment un mariage espagnol. Alors on sait par l'expérience de Louis XIII et Anne d'Autriche que ça ne règle pas tout, mais on se dit, n'empêche, il vaut mieux être allié par la famille, par les liens du sang, que ne pas avoir de lien du tout. Et c'est pour ça que ce mariage a une très très grosse importance politique, parce que c'est, on clôt la période de l'affrontement entre la France et l'Espagne. Louis et son épouse furent accueillis à Paris par la foule en liesse. Anne d'Autriche et Mazarin avaient accompli leur tâche. Le cardinal mourut l'année suivante, en 1661. Louis avait alors 22 ans. Le pape n'a pas de pouvoir sur lui et l'empereur n'a pas de pouvoir sur lui. Alors évidemment, ça énerve les papes au plus haut point, ça énerve les Habsbourg, mais le roi de France dit « moi je ne vous dois rien. Je ne dois de compte que à Dieu et à ma conscience. » Après la mort de Mazarin, Louis XIV s'empara des rênes du pouvoir et travailla à le consolider. Sa première tâche fut de punir la noblesse indocile. Il bannit du Conseil royal tous les membres de la noblesse et ne se choisit pas de Premier ministre, ni lors de son avènement, ni plus tard. Ce coup d'État stupéfia la cour. À sa mort, Mazarin était un homme riche. Il laissa à Louis toute sa fortune, ses collections de sculptures, d'œuvres d'art et de mobilier. Mais on dit que son cadeau le plus précieux fut Jean-Baptiste Colbert,
qui fut le principal conseiller de Louis durant 20 ans. Il lui permit d'accomplir le projet de Richelieu de consolider le pouvoir de la France. Colbert, ça va être le nouvel homme fort. Mais ça ne sera pas un principal ministre, c'est un ministre d'État, mais qui va être l'auxiliaire dévoué et qui, avec sa famille, va devenir un des clans les plus puissants, puisque Colbert va s'assurer le contrôle général des finances, les bâtiments du roi, la marine par le biais de sa famille, et toute la direction aussi de la politique économique du royaume. Colbert remplaça avec fracas le surintendant des finances de Louis XIII, Nicolas Fouquet. Colbert était d'humble extraction, mais Mazarin avait décelé en lui une intelligence supérieure dès son plus jeune âge. Sous Louis XIV, il devait devenir le plus remarquable administrateur de l'histoire de France. Le roi avait déjà remis à leur place ses ennemis et raffermi son pouvoir. À présent, secondé par Colbert, il allait pouvoir moderniser la France. Le véritable début de son règne est marqué par une série de réformes administratives et fiscales. Les caisses du royaume sont vides. Colbert réforme le système financier. Il réduit la dette nationale en instituant des impôts plus efficaces. La dîme et les douanes étaient des formes de taxation coutumière, la gabelle un impôt sur le sel et la taille sur la terre. Colbert lance également un grand programme de travaux publics et travaille à développer les échanges commerciaux. Puis il remodèle la marine royale qui n'avait guère d'envergure. Par ses forces militaires, Louis XIV supplante à cette époque les Pays-Bas dans son rôle de pivot de l'Europe vers l'Est. Bien que son véritable domaine fût le commerce, Colbert occupa tous les secteurs du gouvernement, à l'exception de celui de la guerre. Et son travail porta ses fruits. En 10 ans, de 1661 à 1671, après la mort de Mazarin et la fin de la guerre d'Espagne, il parvient à rétablir l'équilibre économique du pays et à doubler le revenu national. À sa mort en 1683, celui-ci était 4 fois celui de l'Angleterre et près de 10 fois celui de la République de Venise. Tout cela va se heurter à la politique belliqueuse de Louis XIV, qui, elle, va être coûteuse et va contrecarrer cet effort de redressement économique. Jusqu'à nos jours, le roi Soleil est connu pour avoir été un protecteur des arts et un mécène généreux. Sa motivation, elle est simple, c'est être le plus puissant souverain d'Europe et le manifester dans la pierre, dans les divertissements, dans les bals, dans les fêtes, bref, éblouir. En 1667, Louis fonde l'Académie des sciences et l'Observatoire royal. Jusqu'à sa mort, il continuera à créer des académies et des fondations scientifiques, pour qu'elles mènent des activités qu'elle préside en chantant les louanges de la figure transcendante du roi Soleil. C'est le mécénat du roi Soleil qui permit l'épanouissement de la littérature française à travers des écrivains comme Molière, Racine et La Fontaine, dont les œuvres ont toujours autant de retentissement de nos jours. Les arts visuels également trouvèrent un protecteur en Louis XIV. Il subventionna et passa des commandes à des artistes comme Charles Lebrun, Pierre Mignard, Antoine Coissevox et Hyacinthe Rigaud, dont les œuvres étaient admirées dans toute l'Europe. En musique, des compositeurs et musiciens comme Jean-Baptiste Lully, Jacques Champion de Chambonnières et François Couperin purent s'épanouir et influencer les générations suivantes. Au cours des années 1660, le travail acharné de Colbert et l'efficacité de son administration permirent à Louis de lui laisser la tâche de reconstruire la France et de se tourner vers le projet qui lui tenait à cœur. Il voulait se retirer à distance de la capitale et reconstruire Versailles, l'ancien rendez-vous de chasse de son père. Colbert fut incapable d'arrêter les dépenses faramineuses que nécessitait la construction de Versailles et les campagnes militaires. Il n'aura aucun successeur, et lorsqu'il mourra, le trésor devra de nouveau faire face à la faillite. Les rois avaient souvent coutume d'avoir une épouse, choisie pour des raisons politiques, et une maîtresse officielle, davantage à son goût. Mais avec Louis, les relations amoureuses se succédèrent à un rythme
qui dépassait la norme. En même temps, Louis était un jeune homme pieux. Il avait de grandes connaissances en théologie, ne manquait jamais d'observer les rites de l'Église et s'efforçait de ne pas pécher. Il est une question que l'on se pose et à laquelle il est difficile de répondre. Comment Louis s'arrangeait-il avec la contradiction évidente entre ses liaisons extramaritales et son lien avec Dieu? Louis XIV se confessait de ses frasques et ses directeurs de conscience successifs lui disaient, lui conseillaient toujours de rejoindre un peu plus le chemin de la vertu, mais il se laissait aller aussi à ce qui était la nature humaine. Admettre les péchés du roi, c'était aussi une façon de ne pas contrarier le grand dessein royal qui était de donner au royaume de France tout son lustre et toute sa force politique. Le rôle quasi divin qu'il devait assumer provoquait chez le jeune roi des moments de doute et un manque de confiance en soi. Il avait été élevé dans l'idée que chacun devait l'admirer. Ceci, lié au besoin d'être rassuré, peut expliquer en partie qu'il n'ait pu résister aux nombreuses avances des plus belles femmes de la cour. Le jeune Louis vécut une passion pour l'exquise Marie Mancini. Il tomba amoureux d'elle alors qu'il n'avait que 18 ans. Mais sa mère et Mazarin lui interdirent ce qu'il considérait comme une mésalliance. Le cardinal fit tout pour l'en décourager et arrangea pour lui un mariage diplomatique avec la nièce d'Anne d'Autriche, la jeune infante Marie-Thérèse d'Espagne. Le cœur brisé, Louis accepta par devoir d'épouser l'infante à Saint-Jean-de-Luz, le 9 juin 1660. Il n'était pas amoureux d'elle, mais il fut touché et flatté par l'amour qu'elle lui portait. Malgré ses infidélités, Louis ne cessa jamais de traiter la reine, son épouse, avec courtoisie et une tendresse affichée. Il ne voulait pas qu'on puisse penser qu'il ne l'aimait pas. Et avec le temps, il s'éprit profondément d'elle. Le grand dauphin Louis de France, seul enfant survivant de Louis XIV et de Marie-Thérèse, naquit l'année suivante, en 1661. Il est difficile de savoir combien de fois la reine fut enceinte, mais on sait qu'elle fit au moins 6 fausses couches. En 1661, le frère du roi, Philippe, duc d'Orléans, qu'on appelait Monsieur, épousa Henriette Anne d'Angleterre, qui ne tarda pas à devenir la maîtresse de Louis. Anne d'Autriche était choquée par le comportement de son fils. Pour éviter sa colère, Henriette Anne suggéra à Louis de feindre de s'intéresser à une de ses suivantes, ce qui permettrait de garder leur relation secrète. Mauvaise idée, car il ne fallut guère de temps pour que la jeune femme, censée servir de couverture à leurs amours, tombe elle aussi dans les bras du roi. Henriette avait choisi la jeune et virginale Louise de La Vallière. Celle-ci, impressionnée par le caractère divin de son souverain, tomba amoureuse de l'homme lui-même. Il fut séduit par ses cheveux blonds, ses yeux bleus, sa peau pâle, sa timidité et l'adoration qu'elle lui portait. Et il la prit pour maîtresse. Malgré ses multiples infidélités, Louis retourna toujours dormir auprès de sa femme. Leur relation ne s'interrompit que quelques mois, lorsque la reine se retira pour protester contre sa liaison avec Louise de La Vallière. Anne d'Autriche dut intervenir pour que les choses rentrent dans l'ordre. Louis promit alors à son épouse que lorsqu'il aurait atteint ses 30 ans, il changerait ses manières et se montrerait un bon mari. Louis XIV, sa vie durant, va être l'enfant fidèle d'Anne d'Autriche. On connaît sa douleur à la mort de la reine. Et on peut même dire que cette espèce d'amour, de relation qu'il y a entre la mère et le fils va peut-être d'une certaine manière miner sa relation avec Marie-Thérèse, son épouse, dans laquelle il verra toujours quelqu'un de moins brillant, de moins politique que sa mère tant aimée. La reine Marie-Thérèse et sa belle-mère étaient devenues très proches. Quand Anne d'Autriche meurt, le 20 janvier 1666, Louis perd une mère qui avait toujours veillé sur lui et la reine, sa plus grande alliée à la cour. On sait que tous deux pleurèrent beaucoup. Louise de La Vallière eut 4 enfants avec le roi, dont 2 seulement survécurent. Marie-Anne, princesse de Conti, était sans doute la plus jolie des filles de Louis XIV. Il la gâtait terriblement.
Mais au moment de sa naissance, à l'automne 1667, Louise fut peinée en apprenant une nouvelle infidélité du roi. Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, suivante intelligente et ambitieuse, s'était servie de l'amitié que lui portait Louise de La Vallière pour gagner l'affection du roi. Louise étant enceinte de son 4e enfant, il ne fut pas difficile de le distraire, et Athénaïs de Montespan devint sa nouvelle maîtresse. Madame de Sévigné a décrit sa beauté. Louis la trouvait fascinante. Ils n'étaient pas vraiment faits l'un pour l'autre, mais le roi pensait qu'il se devait de conquérir les plus belles femmes de France. Louise était discrète et sa jeunesse s'enfuyait. Elle ne tint pas la comparaison avec l'intrépide et splendide descendante des Mortemart. Louis se lassa d'elle. En 1674, mademoiselle de La Vallière comprit qu'elle avait perdu. Elle se jeta publiquement aux pieds de la reine et implora son pardon. Puis elle prit le voile et entra au couvent chez les Carmélites. On espérait qu'Athénaïs ferait de même. Mais il n'en fut rien. Elle invita Françoise d'Aubigné-Scarron, future Madame de Maintenon, une ancienne connaissance de même extraction, pour être gouvernante des bâtards royaux. Le roi la récompensa pour son dévouement et lui donna une grosse somme d'argent. Elle acheta ainsi la propriété et le château de Maintenon, situé à 50 km de Versailles, et prit le titre de Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, c'est la personne qui a eu le plus d'influence sur le roi, et une influence certaine dans des actes politiques majeurs qui ont engagé la vie du royaume sur des dizaines d'années, voire plus, comme la révocation de l'édit de Nantes. Le manque d'intérêt de Madame de Montespan pour ses enfants joua en sa défaveur, car le roi aimait ses rejetons et leur portait un grand intérêt. Il appréciait la tendresse maternelle et le comportement naturel de Madame de Maintenon avec les enfants. Françoise, à présent Madame de Maintenon, était une jeune femme séduisante, dont la chevelure et les yeux noirs faisaient l'admiration de tous. Son intérêt sincère pour le salut du roi, les conversations franches qu'il pouvait avoir avec elle, le conduisirent petit à petit à la considérer comme une amie et une confidente. Il est fort possible que Madame de Montespan ait perçu l'élévation de sa gouvernante dans l'échelle sociale comme un danger. En 1675, après des années d'attaques voilées sur le comportement adultérin du roi, l'Église catholique agit de façon directe. Un prêtre tendit un guet-apens à la maîtresse du roi. Il lui refusa le sacrement de pénitence pendant la Semaine sainte, l'empêchant ainsi de communier à Pâques. Louis et Athénaïs durent s'engager à éteindre les flammes de leur passion. En fait, le roi commençait à s'inquiéter du jugement de Dieu à propos de ses liaisons extramaritales. L'évêque Bossuet et d'autres grands prédicateurs de l'époque l'admonestaient du haut de leur chair depuis des années. Les larmes et les prières que sa mère avait versées pour son salut 10 ans plus tôt le hantaient. Bossuet et Madame de Maintenon travaillèrent ensemble pour amener le couple à mettre un terme à leur liaison pour des raisons religieuses. De retour de Flandre, de la guerre de Hollande, le roi assura Bossuet qu'il n'avait plus à s'inquiéter puisque Madame de Montespan vivait désormais à Clagny. « Oui, sire, répondit Bossuet. Mais Dieu serait, je crois, plus content si Clagny était à 60 lieues de Paris. » L'évêque avait raison. Ayant fréquenté quelque temps cette femme irrésistible, il prévoyait qu'il serait difficile au roi de s'en défaire. Louis permit bien vite à Athénaïs de revenir à la cour, en stipulant qu'elle ne pourrait le voir qu'en présence de ses chaperons. Mais ces bonnes résolutions furent bien vite mises à mal, et ils retombèrent dans les bras l'un de l'autre. Les grâces de Madame de Montespan retinrent l'insatiable souverain pendant plus de 10 ans. Mais après qu'elle eut mis au monde plusieurs enfants, son poids devint le centre des conversations à la cour, et la passion de Louis pour son épouse secrète arriva à son terme. Il avait alors 40 ans. À l'hiver 1678, qui suivit la guerre de Hollande, l'histoire sembla se répéter.
Bien que peu douée intellectuellement, on la disait sotte comme un panier, Angélique de Fontanges, âgée de 18 ans, était la plus grande beauté qu'ait jamais vue la cour. Où êtes-vous? Elle n'eut aucune difficulté à réaliser son ambition de séduire le roi. Il coucha avec elle, dit-on, la première fois qu'il la vit, et tenta de garder cette liaison secrète, surtout aux yeux de Madame de Montespan et de Madame de Maintenon. Mais il devint bientôt évident pour tous que le roi était devenu l'esclave de cette jeune beauté. Très vite, elle lui donna des ordres, ce qu'aucune autre n'avait jamais osé. Elle devint duchesse et la maîtresse du roi en un éclair. Ne voyant pas en elle une rivale, Madame de Montespan ne fit rien dans les premiers temps pour arrêter l'ascension d'Angélique de Fontanges. Mais lorsqu'elle apprit qu'elle avait été faite duchesse, titre qui ne lui avait jamais été accordé, elle entra en furie. Mademoiselle de Fontanges ne garda pas longtemps les faveurs de Louis et fut congédiée, tout comme Mademoiselle de la Vallière. Le roi envoya Madame de Maintenon lui annoncer la nouvelle. Celle-ci dit ensuite « J'y suis restée 2 heures et j'ai passé le temps à tenter de la persuader de ne plus importuner le roi. Je me souviens qu'elle a répondu avec une certaine vivacité « Mais madame, vous me dites de quitter cette passion comme s'il s'agissait de quitter une chemise. » Elle finit par mourir dans un couvent à l'âge de 20 ans. Après avoir donné naissance à un enfant mort-né, on soupçonna un empoisonnement et il fallut pratiquer une autopsie qui n'apporta rien de concluant. À cette époque, la litanie des infidélités du roi était connue de tous. De son côté, il était devenu plus soucieux de sa réputation. Et si, lorsqu'il était plus jeune, ces badinages pouvaient être acceptés comme des marques de fougue et de générosité, à présent qu'il avançait en âge, son grand appétit était considéré comme un vice et entamait son autorité auprès de la cour. Certes, Madame de Maintenon avait quelques années de plus que le roi, était de modeste extraction et la veuve d'un écrivain sulfureux. Mais elle lui était néanmoins d'un grand réconfort, lui prodiguant conseils et encouragements. En 1682, Louis était censé avoir renoncé au péché de chair. Il se dévoua tout entier à la reine Marie-Thérèse, enchantée de jouir enfin des attentions sans partage du roi. Mais il semblait bien pourtant que le cœur du roi était attaché ailleurs. Quand la cour, comme tous les ans, se rendit à Fontainebleau, Madame de Maintenon y alla aussi, bien que Madame de Montespan restât à Versailles. Et quand le roi alla visiter ses régiments en mai de la même année, Madame de Maintenon, encore une fois, accompagna la reine. La joie de celle-ci fut de courte durée. Dès son retour à Versailles, elle développa un abcès sous le bras et mourut 2 mois plus tard, à la fin de juillet 1683. Maintenant âgée de 46 ans, au lieu d'envisager une nouvelle union à visée politique, ce qui risquait de faire éclater de nouvelles disputes entre demi-frères pour l'accession au trône, Louis XIV épousa secrètement sa meilleure amie et son grand amour, Madame de Maintenon. Personne n'était au courant. L'union fut scellée à l'église, mais l'État n'y était pas mêlé. La question du salut de son âme étant résolue, Louis promit à Françoise de lui être fidèle, mais elle ne deviendra jamais reine de France. Il n'aura plus d'autre maîtresse. Les aventures amoureuses font désormais partie d'une époque révolue. En choisissant Madame de Maintenon, Louis marque des points sur le plan politique. Il gagne une autorité religieuse nouvelle auprès de la cour et a maintenant à son côté une compagne loyale qui lui rappelle très fort le modèle maternel. Après ce mariage, les préceptes religieux furent observés avec plus de rigueur et le roi mena une vie privée marquée au sceau de la vertu comme on le lui prêchait depuis si longtemps. La lente évolution d'un système féodal à un gouvernement central modernisé marqua un grand changement pour beaucoup de Français. Ils furent libérés de leur devoir d'obéissance envers leur seigneur et eurent le droit de se lancer dans le commerce et par là même de sortir de la pauvreté. Mais l'amélioration de la vie de ces sujets n'était nullement le souci du roi. Il cherchait simplement à accroître son pouvoir. Plus encore que son père, Louis XIV pensait que le monarque devait être la seule autorité politique de la France. Sur le plan national,
il réussit à accroître son influence et à instaurer une autorité centralisée, détenue par la couronne, au détriment de l'aristocratie ainsi que de l'Église. La centralisation, c'est beaucoup plus une politique, beaucoup plus que des textes de loi. D'abord, pourquoi la centralisation? Alors, la raison de base, c'est que la France n'est pas du tout un pays unifié, c'est pas un pays unitaire. La France, jusqu'à la Révolution française, c'est un pays qui est fait de pièces et de morceaux. Il y a des territoires dans tous les sens, de petite taille, de grande taille. Il y a des privilèges dans tous les sens. Et dans ce patchwork, donc, le roi ne fait pas ce qu'il veut. Il est obligé de respecter les accords qui ont été ainsi passés. Mais évidemment, il ne se prive pas d'essayer de les grignoter. Colbert s'est d'abord attelé à accroître le contrôle de l'économie et de la culture par le pouvoir central. Réduire l'autonomie des provinces allait être le défi suivant. Pour obtenir la centralisation du pouvoir, il va priver méthodiquement la noblesse provinciale française de ses droits de représentation. La décision de Louis de quitter Paris et le Louvre pour faire de Versailles le palais royal provoqua les premiers mouvements de mécontentement au sein de la noblesse. Cela perturbait la vie de ces privilégiés qui jouissaient des avantages de la vie citadine. Seuls les hommes de grande endurance pouvaient garder des activités à Paris et à Versailles simultanément. Mais Louis ne s'arrêta pas là. Il se lança dans un mode de vie qui allait éloigner encore plus de la cour les gentilshommes provinciaux. La noblesse du XVIe siècle était très différente de celle du règne de Louis XIV. Il n'était pas dans les habitudes d'un seigneur de province de fréquenter la cour. Il restait dans ses terres et traitait ses affaires sur place. L'organisation de la cour par Louis XIV, c'est un chef-d'œuvre de politique parce que il y avait évidemment des restes très forts de féodalité que Henri IV avait déjà amoindri. Les nouveaux usages obligèrent nombre de ces seigneurs à adopter le style de vie des courtisans. Le chef-d'œuvre politique qu'est Versailles, c'est de faire en sorte que les seigneurs n'aient plus envie d'être dans leur château et d'être parmi leurs gens, et qu'il n'ait rien de plus pressé, de plus important pour eux que d'être vus par le roi ou d'avoir une petite fonction, parfois des fonctions de domesticité. De grands seigneurs ont accepté d'être gentilshommes de la cour pour avoir l'honneur de tenir le vêtement du roi, pour avoir l'honneur de lui porter son épée, d'assister au coucher, au lever royal, à toutes ces scènes de la vie publique où il fallait être vu. Louis poursuivit donc l'œuvre de ses prédécesseurs en créant un État centralisé, gouverné depuis la capitale, éliminant ainsi les vestiges du féodalisme qui persistaient dans certaines parties de la France. En supprimant la hiérarchie traditionnelle du système féodal, il voyait son pouvoir se développer. Pendant ce temps-là, pendant que les seigneurs sont à la cour, eh bien, on envoie des intendants. Et c'est là, Louis XIV, c'est pas seulement le triomphe de la cour, c'est le triomphe des intendants. C'est ce qu'on appellera plus tard des préfets. Mais ces intendants, ce sont eux qui vont diriger les duchés, les pairies, les seigneuries, et ils vont remplacer les seigneurs. Mais ces intendants, ils seront complètement aux ordres du pouvoir royal et de grands hauts fonctionnaires tels que Colbert. Louis se méfiait des allégeances. Il considérait aussi le pape comme un danger à l'égard de sa souveraineté. Il chercha à renforcer le gallicanisme, doctrine qui limitait l'autorité du pape. Il convoqua une assemblée d'ecclésiastiques, l'Assemblée du clergé, en 1681, qui approuva la déclaration du clergé de France. Le roi était autorisé à promulguer des lois ecclésiastiques et toutes les règles édictées par le pape étaient soumises à l'assentiment du monarque. Cette déclaration ne fut pas acceptée par le pape, ce qui n'était pas étonnant dans la mesure où elle battait en brèche son autorité. Louis XIV, ainsi que la cour, déménagea officiellement à Versailles le 6 mai 1682. Le roi avait plusieurs raisons de vouloir créer un tel symbole d'opulence et de grandeur et changer le siège de la monarchie. Ce bouleversement contribua à asseoir son pouvoir. Il considérait Versailles comme un centre de décision à l'écart des manifestations de révolte et de trahison, comme la France les avait connues sous la Fronde.
Dans ce lieu entièrement sous contrôle, les nobles considéraient comme un honneur, voire un privilège, de dîner à la table du roi ou de porter le chandelier qui allait l'éclairer. Ils n'étaient plus en mesure d'exercer aucun pouvoir ou de créer des troubles. Nous avons beaucoup d'informations sur la cour de Louis XIV grâce au duc de Saint-Simon, ami de longue date du roi, et à la seconde femme de monsieur, frère du roi, la princesse Palatine. Ils nous rendent compte de façon plus utile des mœurs de la cour que l'historien entretenu par le pouvoir, l'auteur dramatique préféré du roi, Jean Racine. Les écrits de la marquise de Sévigné constituent aussi une source intéressante. Cette intellectuelle, belle et charmante, était souvent invitée aux fêtes royales et tenait une correspondance très libre où elle décrivait les événements de la cour. La beauté du roi déclinait, mais sa présence, pleine d'autorité, ne faisait que grandir. À Versailles, Louis XIV développa l'art du spectacle dans toute sa magnificence. Mais il faut aussi y voir la marque d'une stratégie très étudiée. Le roi ne cherchait pas seulement à impressionner ses sujets. À cette époque, les rois avaient l'habitude, dans toute l'Europe, de vider les coffres de l'État pour bâtir des châteaux de plus en plus vastes. Comme en toute chose, Louis XIV poussa cette stratégie à l'extrême. La façade avait une importance capitale, d'un point de vue figuratif et littéral. En fait, la splendeur affichée de Versailles était plus importante que le caractère pratique de sa conception ou le confort de ses habitants. Quand on dit au roi que les feux refouleraient de la fumée à l'intérieur du bâtiment si l'on n'agrandissait pas les cheminées sur les toits, il choisit de supporter cet inconvénient plutôt que d'altérer l'ordre extérieur et la symétrie de son château. À l'apogée du règne de Louis XIV, le château de Versailles y comptait 10 000 habitants. Son entretien nécessitait 5 000 personnes. La structure sociale était basée sur un système héréditaire qui courait de la plus haute à la plus humble des positions. Le grand appartement était un élément central dans le rituel de la vie à la cour, telle qu'elle avait été planifiée par le roi. On se rassemblait chaque matin pour aller en procession à la messe et 3 fois par semaine pour les divertissements du soir, appelés appartements. Au cours de la soirée, on se divertissait par la comédie, les jeux d'argent, le billard et la musique. C'était une façon pour Louis XIV de contrôler les nobles venus vivre à Versailles auprès de lui. Fontainebleau était la plus charmante des résidences royales et le seul palais où Louis ne fit pas exécuter de transformation majeure. Il aimait se retirer de temps à autre avec sa cour dans ce château ancien et romantique, particulièrement pendant la saison de chasse. Marly, la maison de plaisir de Louis XIV, avait été conçue pour que le roi puisse se détendre, échapper à la vie de la cour et mener la vie d'un simple gentilhomme campagnard pour quelques jours. À Marly, on oubliait l'étiquette, aussi les invitations étaient-elles très convoitées. Et pour ceux qui avaient la chance d'y être invités, Louis était un hôte généreux. On note dans le caractère du roi Soleil certaines contradictions intéressantes. Il était presque trop poli et observait avec rigueur tout ce que lui imposait l'étiquette. Mais il pouvait aussi être brutal avec ses gens et se plaisait même parfois à humilier les autres. Au premier abord, cela semble contradictoire, mais ces traits concourent tous au même résultat. Louis a toujours eu pour but de s'élever un piédestal de plus en plus haut, afin que chacun puisse l'admirer. On peut donc penser que ses bonnes manières affichées et ses gestes brutaux de domination lui permettaient, dans un cas comme dans l'autre, d'inspirer le respect. Pour ce qui est de l'État, Louis plaça toujours son devoir au-dessus de ses sentiments personnels. En 1679, quand il apprit que le roi Charles II d'Espagne était en état de se marier, il voulut immédiatement empêcher qu'un Autrichien gagne l'appui de l'Espagne et offrit rapidement en mariage la fille préférée de son frère Philippe, Marie-Louise d'Orléans. C'était une jeune femme charmante. Elle fut terrifiée à cette nouvelle. Charles II était un homme hideux, handicapé et déficient mental. Sans doute était-ce la conséquence de mariages consanguins fréquents chez les Habsbourg. Elle avait espéré que son oncle lui permettrait d'épouser son premier cousin, le dauphin Louis.
de rester dans sa patrie et de devenir peut-être un jour reine de France. Bien que le roi eût beaucoup d'affection pour la fille aînée de son frère, une alliance avec son fils n'était pas le meilleur usage qu'on pouvait tirer de son rang de seconde dame du royaume. Louis gardait le dauphin pour conclure une alliance avec l'Allemagne. Avant son départ, la jeune fille l'implora de ne pas l'obliger à partir. Mais Louis demeura imperturbable. Il attendait d'elle qu'elle accepte son destin et remplisse son devoir d'envoyé de la France. Marie-Louise ne remit jamais le pied sur le sol natal. À la cour d'Espagne, elle tomba dans une profonde dépression et mourut 10 ans plus tard, à l'âge de 26 ans. Les décisions politiques de Louis ne témoignaient pas toujours d'un jugement solide, mais le devoir dynastique des membres de la cour dépendait clairement de son autorité, et dans ce domaine, il était entièrement dévoué au bien de son État. Lorsqu'il déplaçait la cour de Versailles à Fontainebleau ou Marly, ou l'emmenait sur les champs de bataille, il ajoutait aux tensions existantes en obligeant la reine à partager sa voiture avec 1, 2 ou 3 de ses maîtresses. Il les forçait également à voyager alors qu'elles étaient malades ou enceintes, malgré les avis des médecins. Était-ce en raison de sa propre constitution que Louis ne comprenait pas les difficultés de son entourage, car il jouissait d'une santé robuste. Il était très rarement malade. Il aimait être dehors, même durant les hivers les plus rudes, et insistait pour que les fenêtres de sa voiture soient toujours ouvertes. Madame de Maintenon devait se blottir sous des couvertures pour ne pas attraper mal, car il aimait que les fenêtres de sa chambre soient grandes ouvertes, même en hiver. L'énergie de Louis était encore intacte au milieu de sa vie. Connu pour son comportement glouton, il gardait un appétit d'ogre. La princesse Palatine, la femme de son frère, raconte comment elle a souvent vu le roi dévorer un faisan entier et une perdrix après 4 assiettes de différentes soupes, un grand plat de salade, 2 grandes tranches de jambon, du mouton à l'ail avec de la sauce, un plateau de gâteau sucré et, par-dessus le tout, un fruit et des œufs durs. Malheur aux courtisans obligés d'accompagner le roi. Et bien que celui-ci souffrit d'une goutte douloureuse qui le clouait parfois dans un fauteuil roulant, il continua à tirer et à chasser jusqu'à un âge avancé, même s'il lui fallait utiliser une petite voiture pour cela. Louis n'était ni ignorant ni insensible. Il était capable d'éprouver une grande tristesse et de l'empathie, mais le rôle de roi Soleil exerçait sur lui une pression incroyable. Louis XIV avait un formidable appétit de vivre et un éclat comme aucun autre roi de France n'en avait eu avant lui. Au milieu de sa vie, et après beaucoup de luttes intérieures, il résolut le conflit intime qui menaçait son salut. Il réussit à concentrer tous les pouvoirs, tout en maintenant habilement la noblesse sous son contrôle et en s'éloignant du dangereux Paris. Mais il resta toujours tiraillé entre son rôle de puissant roi Soleil, chargé de construire et de soutenir la grandeur de la France, et son devoir vis-à-vis d'un peuple qu'il était chargé de protéger. L'épisode suivant de notre série mettra en lumière la façon dont le règne de Louis XIV a donné forme à une culture riche, multiple et puissante. Nous visiterons en détail le château de Versailles, avec lequel Louis XIV éblouit toute l'Europe et fut envié par le monde entier. Ensuite, nous nous intéresserons aux interminables conflits militaires de Louis XIV. Durant son règne, 1 année sur 2 se passa à la guerre. Et finalement, nous assisterons à la fin de la vie du monarque, sa gloire déclinante, la tragédie qui frappa sa famille et l'état de vulnérabilité dans lequel il laissa la France. Ce second épisode consacré à Louis XIV mettra en lumière la façon dont son règne a donné forme à une culture riche, multiple et puissante. Il ne lésinait jamais sur l'effort de faste, de luxe, parce qu'il en faisait l'instrument majeur de sa politique.
Nous visiterons en détail le château de Versailles, avec lequel Louis XIV éblouit toute l'Europe et provoqua l'admiration du monde entier. Louis XIV s'inscrit dans la tradition des grands rois guerriers. La France fut impliquée dans des conflits armés une année sur deux durant son règne. Lorsque ce dernier approcha de son terme, la gloire du monarque était déclinante. Sa famille en proie à une succession de tragédies et la France, son pays, dans un triste état de vulnérabilité. Il en avait pourtant renforcé l'image dans de nombreux domaines, mais ses grandes expéditions et ses guerres incessantes épuisèrent le royaume. Louis XIV se berça d'illusions. Il prétendait être proche de ses sujets alors qu'il exerçait une tyrannie. Ses succès eurent un coût élevé et préparèrent le terrain à la Révolution de 1789. Colbert, en bon serviteur du roi, œuvra à améliorer Paris, à nettoyer les rues et à les éclairer par des lanternes. La capitale faisait partie du grand projet destiné à assurer la gloire du roi. L'Observatoire, le Louvre, les Gobelins, les Invalides, l'Institut, la porte Saint-Denis, la place Vendôme, la porte des Victoires, le Pont Royal, les Champs-Élysées, les Tuileries et de nombreuses fontaines verront le jour au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Colbert n'aime pas Versailles. Il veut que le roi soit logé au Louvre, parce que le Louvre, ça doit être le palais du roi selon lui, dans la capitale du royaume, et il fait tout pour que le Louvre devienne le château qui va immortaliser la gloire de Louis XIV. Il fait tout, c'est-à-dire qu'il fait venir le plus grand artiste du XVIIe siècle, celui qu'on considère comme le plus grand, c'est-à-dire le Bernin. Le Bernin, c'est l'architecte et le sculpteur des papes. Et c'est dur de le faire venir, donc c'est un exploit. Il vient quelques mois en France en 1665 et il vient pour donner les plans du Louvre. Le Bernin présenta différentes esquisses, mais Colbert se méfiait de la munificence de son style baroque et décida de passer commande à Claude Perrault. Le Bernin aura par la suite l'occasion d'exécuter une merveilleuse sculpture équestre de Louis XIV. Colbert pensait que la famille royale résiderait au Louvre, mais son intention de faire de Paris une capitale exaltant la gloire du roi ne sera jamais suivie par Louis XIV, qui se désintéressa petit à petit de ce projet architectural. Il ne voulait pas résider au Louvre et lui préféra Versailles. Colbert, voyant ce désintérêt, voulut faire du Louvre une vitrine des productions nationales destinées au commerce. Il ne pouvait imaginer que Louis XIV emmènerait sa cour ainsi que le gouvernement à la campagne. Louis XIV, on le pense, c'est pas tout à fait tranché par les historiens, mais Louis XIV se méfiait de Paris depuis la Fronde. Il était assez traumatisé par la fuite au cours de son enfance. Il avait dû quitter Paris, aller à Saint-Germain, puis après aller dans d'autres endroits. Peut-être redoutait-il de nouvelles manifestations de ce type, et pensait-il que le fait de résider en dehors de Paris lui assurerait la sécurité. En résidant à Paris, il aurait difficilement pu pratiquer ses passe-temps favoris. Son penchant pour les femmes peut également avoir joué un rôle dans ce choix. Il se rendait certainement compte qu'il lui serait difficile de continuer à s'amuser sans créer le scandale, puisqu'en tant que roi, il vivait sous le regard permanent du public. De plus, Louis tomba amoureux en même temps de Versailles et de Louise de La Vallière. Celle-ci était une cavalière accomplie, ce qui faisait d'elle une compagne idéale. Versailles, à l'origine, était un pavillon de chasse de Louis XIII. Le souvenir des moments qu'ils y avaient passés ensemble lui donnait à ses yeux une valeur sentimentale. Il interdit, lorsqu'on rebâtit Versailles, que l'on détruise ce pavillon. Mais Louise, qui lui avait inspiré l'idée de s'établir à cet endroit, n'eut jamais de chambre dans le château et ne le vit jamais terminé. La passion de Louis pour les femmes le fit passer de l'une à l'autre, tandis que son amour pour Versailles demeura inaltérable. En 1668, pour célébrer la paix qui mettait fin à la guerre de dévolution et honorer sa nouvelle maîtresse, Madame de Montespan, Louis donna une grande fête au château de Versailles. C'est après cette trêve que le grand projet de moderniser le Louvre fut abandonné au profit d'une entreprise de plus grande envergure encore: restaurer Versailles.
La famille du roi s'agrandissait et Louis voulait que les siens l'accompagnent tous à Versailles. Pendant la construction, la famille royale s'installa à Saint-Germain. La décision de déménager à Versailles fut annoncée en 1677 et eut lieu effectivement en 1682. Aucun architecte français n'avait l'expérience, les connaissances et l'envergure nécessaires pour présenter un projet concluant de restructuration pour le Versailles du roi Soleil. C'est ce qui permit à Louis XIV d'imposer ses idées visionnaires. Comme il avait une expérience limitée des grands travaux, la construction fut en perpétuelle évolution, car elle était reconsidérée en permanence par Louis, pour qui c'était une de ses occupations favorites. Le premier objectif du roi Soleil était de conserver l'ancien château au centre. Il ne s'agissait pas de concevoir un projet dans sa totalité. Les architectes devaient incorporer les structures existantes dans leurs plans. Versailles allait refléter parfaitement la personnalité de Louis XIV. Il se consacra davantage au jardin qu'à la demeure, suivant en cela les traces de Louis XIII, qui y avait déjà créé des formes géométriques. Mais il élargit le tout et y ajouta des pièces d'eau. Sa conception de Versailles était inspirée par les mythes classiques des Métamorphoses d'Ovide. Le roi désirait égaler la gloire des anciens dieux et héros. Chaque élément avait pour base une allégorie. Le moindre détail témoignait d'une remarquable maîtrise de l'ornementation. Il était clair que c'était Louis, mu par sa passion et une vision bien arrêtée, qui était à la tête du projet. Mais il y avait aussi 4 hommes, sans la collaboration desquels il n'aurait jamais pu faire aboutir son rêve. Colbert, Le Nôtre, Levaux et Lebrun. Ils étaient plus âgés que lui, mais aussi remarquables qu'ils fussent, il les dominait et était le moteur de cette entreprise exceptionnelle. Colbert détestait ce projet, en raison des sommes qui l'obligeaient à prélever sur les finances du pays. Mais il réussit toutefois à trouver les sommes considérables que nécessitèrent au cours des années les différentes phases de construction. André Le Nôtre, qui avait étudié les jardins italiens, fut le jardinier de Louis XIV pendant presque tout son règne. Il créa les jardins de Versailles, Marly, Saint-Cloud et Chantilly. Louis, qui était souvent plus à l'aise avec ses serviteurs qu'avec les aristocrates qui l'entouraient, l'appréciait beaucoup. La conception des jardins surpassait en importance celle du château. La plus grande partie des fonds dédiés à la première tranche de construction à Versailles fut dépensée à cet effet. Il fallut en particulier faire de gros travaux de terrassement et assécher les terrains marécageux. Des centaines d'orangers furent apportés sur des charrettes. Les fleurs exotiques représentaient, à l'égal de l'or, la prospérité. Louis adorait les fleurs. Quand il n'était pas en guerre avec la Hollande, il en importait 4 millions de bulbes par an. Il aimait aussi les fleurs d'oranger, les tubéreuses, les giroflées, les narcisses et le jasmin. Louis XIV va se passionner pour le château de son père. Il va avoir aussi plaisir à venir y chasser. La chasse est vraiment le divertissement recherché dans les environs. Il va demander à Louis Levaux d'agrandir le château car il veut le préserver. Et donc Louis Levaux va faire une enveloppe de pierre autour du petit château, on disait aux 3 couleurs, c'est-à-dire bleu de l'ardoise, rouge de la brique et blanc de la pierre. Il fit construire ce qu'on appelle l'enveloppe de Levaux, qui entoure le château déjà existant, et construisit devant celle-ci les nouveaux bâtiments. Le roi décida qu'il préférait avoir une aile plus importante pour les serviteurs qu'un plus grand palais. C'est ce qui fut réalisé au milieu des années 1680. Le Grand Canal fut creusé et l'on commença à construire l'extension vers l'ouest. Celle-ci, imposante, était en pierre et non plus en briques et ornée de colonnes classiques. À l'intérieur, l'espace au sol était quadruplé par la construction de 3 ailes qui enfermaient la cour de marbre, tout en laissant intact le château paternel et la façade est. Levaux commença la construction de l'appartement du roi au nord de l'aile ouest en 1670.
Les appartements de la reine étaient presque aussi vastes que ceux du roi. Ceux de Madame de Montespan étaient situés au sommet du grand escalier et disposaient d'un accès aux appartements du roi. Le Vau conçut également la cour de marbre de Versailles, entrée destinée aux dignitaires arrivant de Paris. On en admire aujourd'hui encore le décor sculpté. Le Vau mourut brusquement en 1670. Jules Hardouin-Mansart le remplaça auprès du roi en 1679 et devint le plus célèbre architecte de son temps. En 1662, Charles Lebrun fut anobli et devint premier peintre du roi, mais c'était un décorateur d'intérieur hors pair. Il s'entendait bien avec Le Vau, qui le chargea de la décoration intérieure de Versailles. Il dirigea également les Gobelins, le grand atelier qui ne fabriquait pas uniquement des tapisseries, mais presque tous les tissus dont le château avait besoin. Cette tapisserie de Lebrun montre le roi en visite aux Gobelins. Pour la seconde tranche de travaux, le premier objectif fut de placer des sculptures dans les jardins. Lebrun créa des groupes de statues allégoriques pour orner les fontaines et les parterres d'eau. L'air, le soir, le midi et le point du jour, le printemps et l'eau décorent le bassin de Latonne, achevé en 1668. Le bassin d'Apollon vit le jour en 1671 et les bassins des saisons en 1672. Le prestige de Louis XIV et la renommée de Versailles s'accrut d'année en année. D'autres princes européens désirèrent avoir leur Versailles et le copièrent jusqu'au moindre détail d'ameublement. Colbert profita de cette mode pour encourager l'exportation. On créa des fabriques pour produire les tissus, les rubans, la soie, la verrerie, les tapis, la joaillerie, la marqueterie et les autres articles de luxe qui venaient d'habitude de l'étranger, en particulier d'Italie. Tous ces articles furent bientôt produits en France. Ils étaient d'une qualité bien supérieure à tout ce qu'on avait vu auparavant, car les artisans français, comme aujourd'hui, étaient les meilleurs du monde. Colbert réduisit les dépenses pendant la guerre de Hollande de 1672 contre les provinces unifiées. Mais le roi voulait à toute force terminer les travaux de Versailles et ne se souciait guère des conséquences financières. Quand la guerre prit fin, 6 ans plus tard, la troisième tranche de construction put enfin reprendre sérieusement à Versailles. L'austérité du Trianon de marbre de Mansart était en avance sur l'architecture de son temps. Le palais de Louis XIV devait être le signe extérieur de la supériorité de la France sur les pays qui l'entouraient. Le grand nom qui est resté attaché au château de Versailles, c'est bien évidemment Jules Hardouin-Mansart, donc qui va établir une relation très étroite avec le roi, presque d'amitié. Il deviendra d'ailleurs surintendant des bâtiments, donc ministre en 1699. Et l'essentiel, je dirais, de Versailles tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jules Hardouin-Mansart. Mansart réalisa la Galerie des Glaces, une des merveilles du monde occidental. Reliant les appartements du roi et de la reine, encadrés par le salon de la paix et de la guerre, la Galerie des Glaces est ornée en son plafond de magnifiques peintures représentant les grands événements politiques et guerriers du règne de Louis XIV sous la forme d'allégories. Les 2 grandes ailes qui flanquent l'enveloppe de Le Vau furent terminées. L'aile sud était destinée aux princes de sang, aux enfants illégitimes et à leur domesticité. Entre celle-ci et la ville se trouvaient des logis qui pouvaient accueillir 1500 serviteurs. Des centaines de courtisans étaient entassés dans l'aile nord, destinée à la noblesse. C'était un labyrinthe de couloirs où les étrangers se perdaient à tout coup. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier des jardins, de plus en plus de bassins et fontaines apparaissaient, et avec elles des besoins en eau grandissants. Bientôt, les sources et étangs avoisinants ne suffirent plus. Il fallut alors avoir recours à l'eau de la Seine. Mais l'éloignement du cours d'eau et le dénivelé entre Versailles et ce dernier étaient trop importants pour avoir recours aux procédés traditionnels. Louis XIV fit alors appel à 2 ingénieurs liégeois, Sualem et Deville. Ils lui proposèrent un projet révolutionnaire pour l'époque, la machine de Marly, une pompe aux dimensions titanesques, composée de 14 roues à aubes de 12 mètres de diamètre.
Grâce à cette installation, les eaux du fleuve pouvaient être pompées et acheminées 154 mètres plus haut jusqu'à l'aqueduc de Louveciennes, également construit à cette occasion, qui permettait à l'eau d'atteindre Marly, puis Versailles, par simple gravité. On construisit des étables et des chenils. En 1701, on comptait 6 meutes à Versailles. La famille royale en possédait 400 couples. L'unique événement de la 4e et dernière tranche fut la construction de la chapelle. Elle fut interrompue en 1689 avec l'éclatement de la guerre et ne put reprendre que 10 ans plus tard, en 1699, après le traité de Ryswick. La chapelle fut consacrée en 1710. La création de Versailles était un acte audacieux que ne peut égaler que la construction de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand. L'éducation du jeune roi avait eu pour but de lui inculquer les valeurs dont il aurait besoin pour mettre en œuvre la vision de Richelieu pour la France. La gloire pour le roi, c'est le moyen d'imposer son nom et son règne pour la postérité. Il est fasciné par des figures du passé, Alexandre le Grand, dont le nom retentit partout plusieurs siècles après leur mort, et il veut la même chose pour lui-même et pour son royaume. Et pour acquérir cette gloire, il y a deux moyens, il y a les arts et il y a la guerre. Louis assuma ce projet et le porta à l'extrême, sans se soucier de ce que cela coûterait en souffrance et en mort. Il s'agissait véritablement de construire la perception que le peuple devait avoir de la royauté. L'image mythologique du roi Soleil fut élaborée avec tant de maîtrise que le roi lui-même ne pouvait plus en distinguer le caractère illusoire. Les dépenses illimitées de Louis XIV pour la construction et l'aménagement de Versailles semblent révéler un amour fou pour sa propre image. Colbert essaya de ramener le roi à la réalité. Il l'avertit des conséquences de ses folles extravagances versaillaises. Le pays frôlait la faillite. Colbert, c'était l'homme qui tenait les cordons de la bourse, même si ces cordons étaient en permanence desserrés par l'appétit royal de grandeur. Colbert avertit le roi que s'il n'écoute pas ses conseils, il court au désastre. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a plusieurs lettres de Colbert où le ministre fait des réprimandes au roi. On peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire il lui dit « Votre Majesté sait qu'à Versailles, elle est prisonnière de ses divertissements, elle est au milieu de ses plaisirs. » Mais Louis XIV ne se détourna pas de sa quête de magnificence. D'autres rois de France y sont succédés par la suite, mais Versailles reste encore aujourd'hui le château de Louis XIV. Ces grands conquérants ressemblent à ces fleuves débordés qui ravagent toutes les fertiles campagnes qu'ils devraient seulement arroser. Fénelon. Louis XIV fut l'un des monarques européens les plus efficaces sur le plan politique. Toute son éducation était pensée pour lui faire comprendre que la conquête militaire était un objectif primordial. Pourtant, certains pensent qu'il aurait pu aussi bien obtenir par des traités ce qu'il a obtenu par les armes. À la fin de son règne, son manque de modération se révéla désastreux. Ah, alors que n'a-t-on pas dit sur l'appétit guerrier de Louis XIV? Eh bien, là aussi, jugement très sévère de l'histoire, et puis aggravé par les dernières paroles de Louis XIV, lorsqu'il dit à son arrière-petit-fils « J'ai trop aimé les bâtiments, j'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez pas ». On ne peut pas dire que Louis XIV ait trop aimé la guerre. En revanche, il a été dans une situation, parce que c'était le contexte de l'époque, il était dans une situation où il fallait constamment faire la guerre, parce qu'il y avait des menaces. Au cours des années, il y eut des variations de population, mais on estime que la France comptait alors 20 millions d'habitants. Cette importante population permettait de lever une armée de 15 000 hommes à la consternation du reste de l'Europe. Louis XIV pensait être un grand général en chef. Il savourait les flatteries de ses courtisans qui le maintenaient dans cette illusion,
Louis XIV a été formé militairement par Turenne, mais dire que c'est un grand général en chef, certainement pas. Il est allé au début pour la campagne de Flandre observer les combats, mais jamais dans la mêlée. Vous savez, loin d'Henri IV qui, lui, montait à cheval et se mettait au cœur de la bataille, Louis XIV regardait ça de très loin. Bon, c'était probablement un bon tacticien, mais il savait également s'entourer de très bons officiers. Quand Louis prit les rênes du gouvernement en 1661, il n'existait pas de roi des armées. L'armée française était une bande désorganisée qui n'avait jamais été prise en main depuis l'époque féodale. Elle fut transformée en une formidable machine de guerre que le roi mit au service de sa politique étrangère. On n'était pas colonel parce qu'on avait, de grandes qualités militaires. On était colonel parce qu'on achetait un régiment. Donc il y avait des systèmes de double commandement en réalité. Il y avait de véritables hommes de guerre qui faisaient le métier des armes et puis toutes sortes d'états-majors qui pratiquaient la guerre en dentelle. François Le Tellier, marquis de Louvois, exerça la charge de secrétaire d'État de la guerre que lui transmit son père, Michel Le Tellier, avec l'accord du roi. Louvois avait la réputation d'être grossier, arrogant, brusque et tête brûlée. Louis XIV a réorganisé l'armée française parce qu'elle était un peu fatiguée après le règne de Louis XIII, grâce notamment à Colbert, parce que c'est tout de même Colbert qui la remet sur pied. Et quand Colbert tombera un petit peu en disgrâce, eh bien c'est Louvois qui, lui, sera véritablement le restructurateur de la grande armée du roi Soleil. En 1665, Louvois commença en tant que secrétaire d'État de la guerre à œuvrer sous les ordres du roi. Il mit l'accent sur l'amélioration du recrutement en instaurant un système de critères minima pour l'enrôlement, le paiement de l'uniforme, de la nourriture, du logement et les soins aux blessés. Louis XIV est représenté ici lors de la fondation en 1674 de l'Hôtel Royal des Invalides, un établissement où les soldats invalides pouvaient recevoir aide et assistance. La mort en 1667 de Philippe IV d'Espagne, père de Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, poussa ce dernier à former des prétentions, au nom de sa femme, sur plusieurs provinces espagnoles. C'est ainsi que la France déclencha la guerre de dévolution contre les Pays-Bas espagnols. Voici Louis XIV et Marie-Thérèse à Arras en 1667, au cours de la guerre. Le roi de France, à travers une série de capitulations et le traité d'Aix-la-Chapelle, gagna beaucoup de villes importantes dans les Flandres. Après des années de victoires aisées dues au talent de ses lieutenants, Louis XIV, convaincu qu'il contrôlait tout, s'attribua le crédit des nombreux succès de ses armées. Et il pensa bientôt pouvoir remporter ses victoires en dirigeant les opérations depuis Versailles. Mais le contingent finit par s'épuiser et il fallait toujours demander au roi ses instructions avant de procéder à une quelconque manœuvre. Les délais liés à son éloignement faillirent lui coûter sa couronne. Le génie de Louvois et la crainte de Louis devant un pouvoir décentralisé eurent pour conséquence la centralisation et l'éloignement du pouvoir. C'était risqué, mais la création d'une nouvelle armée française est une des réussites les plus remarquables du XVIIe siècle. La guerre de Hollande prit fin avec une série de traités. C'est ce qu'on appelle la paix de Nimègue, qui donna à la France la Franche-Comté et la majeure partie des Pays-Bas. Elle marque l'apogée de sa gloire militaire. Ces plans de conquête ne se limitaient pas au continent européen. En 1682, l'explorateur français Le Sieur de La Salle revendiqua pour la France toutes les terres le long du fleuve Mississippi et leur donna le nom de Louisiane en l'honneur de son roi. 1683 est une année de transition. La reine meurt et Louis épouse Madame de Maintenon. C'est aussi l'année de la mort de Colbert. Les guerres qui avaient fait rage pendant presque toute sa carrière avaient été un obstacle majeur qu'il avait dû affronter. Il lui avait fallu augmenter les impôts pour soutenir les efforts de guerre et régler les énormes dépenses liées à la construction de Versailles. Après sa mort, les difficultés s'accumulèrent pour le roi. Le secrétaire de la guerre, Louvois,
n'avait plus de rival et Louis XIV n'était plus freiné par les sages conseils de Colbert. La France se lança dans plusieurs conflits. En 1684, l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire germanique et Charles II s'allièrent aux Pays-Bas et à la Suède dans une coalition anti-française. Vienne fut assiégée par les Turcs. La menace ottomane poussa l'empereur à signer le traité de Ratisbonne qui permettait à la France de garder entre autres le Luxembourg et Strasbourg. Ce tableau allégorique représente le traité de Ratisbonne. Le roi est couronné par la victoire, flanqué de la guerre et de la paix. Les deux lions symbolisent la Hollande et la Suède. L'aigle est l'emblème du Saint-Empire romain germanique. Le drame des protestants français, les Huguenots, reste une tache indélébile sur l'image du roi Soleil. Prisonnier de l'opinion publique et des pressions du clergé, il se trouva forcé de lancer une opération contre eux. À la suite des guerres religieuses qui avaient fait rage entre 1562 et 1598, le roi Henri IV, grand-père de Louis XIV, avait signé l'édit de Nantes. La France se différenciait ainsi des autres pays européens où seule la religion d'État était reconnue. Henri IV, qui était protestant, se convertit à la religion catholique, mais il se battit pour que les Huguenots avec qui il avait lutté obtiennent certains droits, en particulier celui de tenir un culte en public et d'éduquer leurs enfants dans leur religion. L'hostilité à l'égard des protestants semblait surtout une réponse à leur réussite commerciale. Ils constituaient des communautés très puissantes et étaient à la tête des pays les mieux éduqués et les plus habiles. Le clergé exigea le lancement d'une campagne de conversion au catholicisme. Et Louis XIV, quelques années plus tard, peut-être également incité par une femme, qui est Madame de Maintenon, qui n'aimait pas tellement les protestants, les parpaillots comme elle les appelait, va révoquer cet édit. Mais il le révoque surtout parce que les protestants sont les alliés de l'Angleterre. Et naturellement, on le sait, on est constamment en guerre avec l'Angleterre. Donc, la cause est entendue, il décide cette révocation. Hélas. En 1669, un grand nombre de Huguenots s'étaient installés sans bruit en Angleterre et en Hollande. En 1681, les persécutions s'accentuèrent. On utilisait la corruption et la brutalité pour convertir les protestants au catholicisme. Louis XIV révoqua l'édit de Nantes en 1685. Il déniait aux protestants les droits civils et religieux garantis par Henri IV et lança contre eux les dragonnades pour les forcer à se convertir. Ce qu'on appelle les dragonnades, c'est le logement des gens de guerre. Et vous imaginez que loger des gens de guerre, c'est mettre à mal les familles, leurs biens. Ça va provoquer des conversions, quand même, en nombre, qui vont faire croire au roi qu'il n'y a plus désormais qu'à abolir cet édit, puisqu'il n'y aurait plus ou quasi plus de protestants dans le royaume. C'est une décision clairement malheureuse. Le roi se rendit compte que cette campagne de conversion était un échec complet. Alors évidemment, cette révocation de l'édit de Nantes est complètement catastrophique, néfaste, parce que les protestants sont des gens brillants, intelligents, des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs richissimes pour la plupart, et qui vont quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Donc la France va se retrouver quasiment mise en faillite à cause de cette révocation. Près de 50 000 louis d'or avaient quitté le royaume en catimini. Il avait perdu 9 000 de ses meilleurs marins, 600 de ses officiers, 12 000 soldats de première classe. C'était une catastrophe irréparable pour la société française. De plus, ce conflit intérieur tragique eut pour conséquence la perte de confiance envers la couronne, la misère, la peur, la haine, la corruption, la sauvagerie, l'inimitié de toute l'Europe et la désapprobation du pape. Mais le roi avait des préoccupations plus urgentes. En 1686, l'empereur Léopold et les dirigeants d'Espagne, de Suède, de Saxe, du Palatinat et de Brandebourg formèrent la ligne d'Augsbourg pour mettre un frein à l'expansion française. En 1685, la mort du frère de la princesse palatine réveilla les appétits expansionnistes de la France. Louis XIV estimait que sa belle-sœur, Liselotte, pouvait prétendre à la succession de son frère.
En 1688, prétextant devoir se défendre contre la Ligue d'Augsbourg, il ordonna la destruction de Mannheim et d'Heidelberg. Le duc de Saxe rejoignit la Ligue et la guerre fut déclenchée. À la fin de la même année, la naissance de Jacques Stuart, prince de Galles, héritier catholique du trône d'Angleterre, obligea ses parents, Jacques II et son épouse, à fuir devant la conspiration. Guillaume d'Orange accepta de succéder à Jacques II et de sauver le protestantisme anglais. Le roi de France n'avait pas prévu ce mouvement audacieux. Comme il était occupé en Allemagne, Guillaume put prendre la mer, filer vers l'Angleterre, arriver à Torbay et marcher sur Londres. Si Louis n'avait pas choisi d'attaquer l'Allemagne, il aurait été en mesure d'empêcher la destitution de Jacques II. La famille royale anglaise chercha refuge en France. Elle fut chaleureusement accueillie par Louis XIV et installée à Saint-Germain. En 1689, Guillaume d'Orange et son épouse devinrent souverains conjoints, sous le nom de Guillaume III et Marie II d'Angleterre, et rejoignirent la Ligue d'Augsbourg, qu'on appela désormais la Grande Alliance. La France déclara la guerre à l'Angleterre. Jacques II rejoignit l'Irlande pour rallier les catholiques contre les souverains anglais. Les manœuvres de Louis XIV pour soutenir Jacques II dans sa reconquête du trône étaient un peu tardives. Guillaume III remporta la victoire sur son rival, qui retourna à Saint-Germain. En 1692, la victoire navale anglaise, lors de la bataille de la Hougue, effaça toute menace d'invasion française. Mais le roi de France continua à témoigner sa générosité et sa compassion envers la famille exilée et les accueillit chez lui. L'opinion européenne se retourna contre Louis et ses campagnes militaires furent moins glorieuses. Les attaques et les railleries se multiplièrent contre lui. En 1696, le duc de Savoie abandonna la Grande Alliance et la phase de la guerre changea. En 1697, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV dut faire de nombreuses concessions. Il fut forcé de reconnaître en Guillaume III le roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, de restituer la rive droite du Rhin et la Lorraine et une partie des Pays-Bas néerlandais espagnols. Au traité de Turin et Ryswick, eh bien, on perd des tas de choses, mais on récupère quand même Strasbourg et une partie de l'Alsace, et également Saint-Domingue. Et Saint-Domingue, qui nous est cédé par les Anglais, va quand même nous permettre de devenir le premier pays producteur de sucre. Le journal de la Reine confirme qu'à cette période, le roi était conscient de la pauvreté qui se développait dans son royaume et qu'il désirait vraiment alléger la charge de ses sujets. Elle écrit « Le roi sait les souffrances de son peuple et il cherche tous les moyens de la soulager. » Peut-être le souhaitait-il, mais les milliers de pauvres réduits à une misère chronique n'étaient pas sa priorité. Son désir de conquérir l'Europe l'empêchait de voir qu'il était le responsable des souffrances de son peuple. Quand on lui faisait remarquer le poids que les impôts faisaient peser sur ses sujets, il préférait penser que leur pauvreté était liée au mauvais temps et aux maigres récoltes, toute chose qui ne dépendait pas de lui. 1700 fut une année néfaste pour la France. Charles II d'Espagne meurt. Il avait désigné pour héritier Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV. Celui-ci accède au trône d'Espagne sous le nom de Philippe V. Si Louis XIV avait pu prévoir l'avenir et ce que cela signifierait pour son pays, il ne l'aurait jamais permis. Il ne pouvait s'opposer à la possibilité de créer un royaume à deux têtes entre la France et l'Espagne, mais bientôt allait se déclencher la guerre de succession de l'Espagne. Pour Winston Churchill, il s'agissait de la Première Guerre mondiale, étant donné le nombre de pays qui y étaient mêlés. L'Angleterre, la Hollande et l'Autriche s'allièrent contre la France. Ils reconnaissaient en l'archiduc autrichien le roi Charles III d'Espagne. En 1703, la Savoie et le Portugal se joignirent à la Grande Alliance. De 1704 à 1709, le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie remportèrent ensemble plusieurs victoires contre les Français. Ils les chassèrent de Blenheim, en Bavière, prirent Barcelone, Bruxelles, Anvers
et l'Italie du Nord, puis furent vainqueurs à Oudenarde et s'emparèrent de Gand et Bruges. La guerre fut longue et désastreuse pour Louis XIV. À la cour, la vie changea complètement. Les fonds destinés au château de Versailles devaient être consacrés au conflit. L'atmosphère de restriction créait un climat de trouble et de tristesse. Chacun avait vu un membre de sa famille mourir au combat ou rentrer chez lui gravement blessé. Les Français désiraient ardemment vivre enfin en paix. L'année 1709 vit le pire hiver qu'on ait connu. Les récoltes furent désastreuses. Les conditions de vie de la paysannerie française étaient de plus en plus terribles. Louis XIV, contraint de faire la paix, trouva les termes qui lui étaient offerts tellement humiliants qu'il préféra poursuivre la guerre à la tête d'un pays affamé. On estime que la famine et le froid emportèrent 800 000 personnes. La guerre ne prit fin qu'en 1713 avec le traité d'Utrecht. Les 12 ans de guerre avaient mis la France à genoux. Une famine paysanne, une banqueroute financière et une défaite militaire. Tel était le prix exorbitant de la politique de Louis XIV, désireux de créer la dissension entre ses voisins au point d'affamer son peuple. La gloire de Louis XIV dans le royaume et à l'étranger atteignit son apogée vers 1680, l'année où se maria le grand dauphin. En 1682, Versailles devint officiellement la résidence royale, la demeure de la cour et le siège du gouvernement. Et étrangement, cette date marque le déclin de la popularité du roi. Dans les dernières décennies de son règne, jusqu'à sa mort en 1715, Louis XIV devint le souverain absolu qu'il aspirait à être. En 1685, le roi se rallia à la vision de Madame de Maintenon, qui désirait créer une école destinée aux jeunes filles pauvres de naissance noble, une idée en avance sur son temps. Elle était en mesure de suivre sa véritable vocation, l'éducation des enfants, et s'impliqua fortement dans les activités quotidiennes de l'école de Saint-Cyr. Le roi prenait plaisir aux productions musicales et théâtrales que Jean Racine y organisait. Le grand dauphin et son épouse donnèrent naissance à 3 enfants en bonne santé. L'affection de Louis XIV allait au duc du Maine, le fils aîné qu'il avait eu avec Madame de Montespan, ainsi qu'à une nouvelle venue à la cour, Marie-Adélaïde de Savoie. Elle arriva en 1696, alors que Louis avait 59 ans. Elle va, par sa jeunesse, par sa vie, c'est une enfant extrêmement gaie, qui va prendre beaucoup de liberté avec le roi, avec Madame de Maintenon. Saint-Simon raconte comment elle est toujours, comment elle embrasse le roi, comment elle s'assoit sur le côtoir de son fauteuil. Elle va donner un peu de gaieté, un peu de vie à la cour de Versailles, qui à ce moment-là est un peu morne, hein. En 1696, la France, toujours en guerre avec la Ligue d'Augsbourg, saisit une opportunité de paix. Le traité de Turin fut négocié et signé lorsque Victor Amédée II de Savoie changea de camp et abandonna la Grande Alliance pour se rallier au roi de France. Le traité devait être scellé par le mariage du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, âgé de presque 14 ans, c'était le fils aîné de Monsieur, avec la fille de Victor Amédée, Marie-Adélaïde, âgée alors de 10 ans et demi. On pensait que les fiançailles des 2 enfants mèneraient à la paix. L'année suivante, en 1697, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui avait duré 9 ans. La mère de Marie-Adélaïde était Anne-Marie d'Orléans, fille de Monsieur et de sa première épouse, Henriette Anne d'Angleterre. Elle avait quitté Versailles pour la cour italienne en se mariant avec Victor Amédée. 12 ans plus tard, sa fille, la charmante et très vive Marie-Adélaïde de Savoie, âgée de 11 ans, revenait de Turin à Versailles.
Le roi fut fort content de découvrir que sa mère lui avait appris à admirer la culture française et l'avait fort bien préparée à la vie à la cour de France. Dès son arrivée, la petite princesse enchanta tous ceux qui la rencontraient, et elle devint bientôt la préférée du roi. Le duc de Bourgogne, très pieux, n'aimait pas autant se divertir que Marie-Adélaïde. En raison de son jeune âge, la petite princesse s'attacha d'abord à Madame de Maintenon et au roi. Les lettres qu'elle envoie chez elle mentionnent le roi et Madame, qu'elle appelait tante, bien plus fréquemment que le duc de Bourgogne. Comme elle était bien jeune et que son éducation n'était pas achevée, le roi l'enjoignit de suivre les cours de l'école de Saint-Cyr 2 jours par semaine. Du début du siècle jusqu'à la mort du roi, 15 ans plus tard, celui-ci connut plus de deuil que de plaisir et plus de défaites que de victoires. Il recherchait l'esprit malicieux et aimable d'Adélaïde pour éclairer ses jours assombris. Sa présence était une chance pour Madame de Maintenon, qui n'était nullement intéressée à divertir la cour. C'est l'image la plus célèbre de Louis XIV dans ces dernières années. Ce tableau a été peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. Il a représenté un monarque absolu et un gentilhomme élégant. Louis XIV a 60 ans et il est plus malade qu'il n'en a l'air ici, enveloppé dans le manteau du pouvoir. La beauté de sa jeunesse a disparu, ne lui laissant qu'un air majestueux, teinté de mélancolie. L'unique enfant du roi mourut cette année-là. Louis XIV s'adoucit vers la fin de sa vie. Il avait rarement le temps de se divertir et il n'avait plus de conseillers. Il travaillait 9 à 10 heures par jour et passait des heures concentrées sur sa future stratégie militaire et en second lieu sur les affaires de l'État. À la cour, la jeune génération prenait sa place. Les figures centrales en étaient Philippe d'Orléans, fils du frère de Louis XIV, et de Liselotte, princesse palatine, et le jeune Armand de Bourbon, prince de Conti. Comme Louis l'avait prédit, Adélaïde continua à porter chance à la cour. Son premier bébé, en 1704, était un garçon, mais elle le perdit à 1 an. Puis elle eut encore 2 garçons, le duc de Bretagne, né en 1707, et le duc d'Anjou, né en 1710. Ces naissances furent les seules nouvelles heureuses au cours de cette guerre interminable. Pendant toute cette époque, le dauphin et la dauphine formèrent un couple heureux. Louis et Françoise voyaient en eux un futur grand couple royal. Jamais la succession au trône n'avait été à ce point assurée. Mais en 1711, la France voit la mort des 3 dauphins en moins d'1 année. Sur la succession de Louis XIV, il y a des pages admirables de Saint-Simon où il explique la succession des grands malheurs. C'était terrible. Le dauphin, le fils du dauphin, enfin, tout le monde meurt autour de Louis XIV. Et donc, on ne sait plus trop qui va hériter. Le grand dauphin, fils de Louis XIV, était d'une forte constitution et avait toujours été en excellente santé. Mais il contracta la variole. D'abord, il sembla bien s'en remettre, mais la mode des médecins de saigner leurs malades provoqua son affaiblissement et il mourut d'une crise cardiaque. En 1712, Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, apprenait son rôle de dauphine quand elle succomba à la rougeole. La princesse palatine, voyant les traitements que lui faisaient subir les médecins, tenta d'intervenir. Mais elle en fut empêchée par Madame de Maintenon. La cour entière fut bouleversée quand Marie-Adélaïde, si vive et si populaire, mourut à seulement 30 ans. Quelques jours plus tard, le petit-fils et l'arrière-petit-fils du roi la suivirent dans la mort. Pour eux aussi, les médecins ne firent qu'aggraver la situation. Louis en fut si alarmé que, dans un mouvement de désespoir, il rendit les enfants qu'il avait eus de Madame de Montespan éligibles à la succession au trône. Mais cela ne fut pas nécessaire. L'arrière-petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, dernier-né du duc et de la duchesse, avait 2 ans. Il survécut à la maladie grâce à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. Elle ne dit pas au médecin qu'il était malade et au lieu de cela l'emmena dans ses propres appartements où elle le nourrit au sein et le garda bien au chaud.
Il recouvra la santé et 3 ans plus tard succéda à Louis XIV. Il devint roi sous le nom de Louis XV, la régence étant assurée par Philippe, duc d'Orléans. Cette succession de disparitions atteignit Louis en plein cœur et il ne songea plus à se divertir avec la cour. Il ne parvint jamais à oublier les doubles funérailles du dauphin et de la dauphine de France. Saint-Simon écrivit un peu plus tard à propos de la mort d'Adélaïde « Son deuil n'a jamais cessé. Il demeure une tristesse secrète, un terrible vide que rien ne peut remplir. » Versailles, comme si son existence n'avait plus de sens, voyait lentement partir les courtisans qui y restaient encore. Mais la victoire de Denain fut une occasion de se réjouir de nouveau. Elle mena au traité d'Utrecht de 1713, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne. En 1714, la tragédie frappa de nouveau quand le petit-fils de Louis, le bien-aimé duc de Berry, troisième fils du dauphin et second dans la succession au trône, après le duc d'Anjou, mourut des suites d'un accident de chasse. On peut voir la duchesse de Berry dans ses voiles de veuvage noir et blanc à Fontainebleau. Maintenant, Louis XIV n'avait plus qu'un seul descendant légitime de la lignée des Bourbons. Si le petit dauphin mourait, le choix de son successeur se tiendrait entre le neveu du roi et ses bâtards, à moins que, ce qui était le plus probable, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, ne revendique le trône de France. En sauvant la vie du futur roi Louis XV, Madame de Ventadour évita certainement une guerre à la France. Le roi ne pouvait que penser que la mort de ses proches bien-aimés, de presque toute sa descendance, de sa chère Adélaïde, relevait du jugement de Dieu, un Dieu qui fut clément envers le roi puisqu'il vécut encore 2 ans. À la fin, Louis montra des signes d'humilité et se repentit d'avoir tant cherché la gloire et les plaisirs durant sa vie. Le duc d'Anjou, un joli petit garçon de 5 ans et demi qui ressemblait terriblement à sa mère, avec ses grands yeux et ses longs cils noirs, fut amené pour voir son arrière-grand-père. On connaît la scène, hein, Louis XIV sur son lit de mort, qui fait venir le tout petit bonhomme de 5 ans, qui est le futur roi bien-aimé, le futur Louis XV. Il lui prend la main et il lui dit « Ne m'imitez en rien, surtout pas dans la guerre, j'ai trop aimé la guerre ». Et il sait que la France est quand même relativement exsangue à ce moment-là, fatiguée. Combien de fois n'a-t-on pas fait fondre les vaisselles de la cour pour pouvoir payer les soldats? Donc le règne n'est pas en bonne santé à la fin du règne de Louis XIV. Louis vécut beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Mais il mourut 4 jours avant son 77e anniversaire, le 1er septembre 1715. Il ne mesurait qu'1,65 m, mais certains se souvenant de lui parlaient d'un homme d'1,80 m. L'image qu'il s'était forgée ainsi que celle de sa cour sont éternelles. Son désir d'absolutisme le poussa à diriger le pays dans tous les domaines. Il était à la tête de sa famille, des tribunaux, des armées, ainsi que des affaires intérieures et étrangères. Ses réalisations sont les suivantes. Unité nationale, gouvernement centralisé, discipline militaire, développement et exportation de la culture française. Ses succès ainsi que la durée de son règne font de lui l'archétype du monarque absolu. Le règne de Louis XIV vit éclore la culture riche, diverse et puissante du XVIIe siècle français. Le roi Soleil éblouit toute l'Europe. Sa cour était enviée du monde entier. Pourtant, s'il développa son royaume dans de multiples domaines, les guerres et les grandes expéditions le mirent à genoux. Louis XIV ne parvint jamais à résoudre le dilemme entre son rôle de puissant roi Soleil, destiné à construire et maintenir la grandeur de la France, et sa culpabilité lorsqu'il voyait les effets de sa politique sur son peuple. Il prit des mesures pour alléger ses souffrances, mais elles n'étaient que provisoires. Il ne fallait en aucun cas qu'elles ne compromettent ses désirs d'expansion territoriale, mais plutôt qu'elles entretiennent sa glorieuse image. Pour réconcilier ses décisions politiques agressives et leurs effets désastreux sur son peuple avec sa conscience, il s'est leurré au point de se croire réellement concerné par la situation de ce dernier, alors même qu'il l'écrasait sous le poids de sa tyrannie. Ce n'est qu'à la fin de sa vie,
sa famille décimée, son royaume considérablement affaibli, que Louis XIV sembla changer de voie, pressant le jeune dauphin de ne pas recourir systématiquement à la guerre. Ces entreprises eurent un coût élevé et firent le lit de la Révolution qui mit fin à la monarchie. Mais l'État moderne lui survécut.